car à l'occasion des 20 ans du déclenchement de la guerre en Irak, 20 mars 2003, nous recevons un invité grand témoin de l'histoire, puisqu'il était aux manettes de la politique étrangère de la France à l'époque, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. Bonjour Monsieur de Villepin. Bonjour. Alors on abordera aussi, bien évidemment, dans cette émission, l'actualité en Ukraine à travers ce prisme toujours de la désinformation et des interventions militaires lancées sous de faux prétextes. Mais tout de suite, pour commencer, un petit voyage dans le temps. On est le 18 mars 2003. Les États-Unis viennent d'adresser un ultimatum à l'Irak. Qu'il s'agisse, je le répète, du désarmement nécessaire de l'Irak ou du changement souhaitable de régime dans ce pays, il n'y a pas là de justification à une décision unilatérale de recours à la guerre. Alors quand le président français Jacques Chirac prononce ces mots, on est à 2 jours du déclenchement des hostilités. Dans quelle mesure, Dominique de Villepin, vous saviez à quel point ces prétextes avancés pour l'intervention en Irak étaient de faux prétextes, à commencer par la détention d'armes de destruction massive ? Alors c'est bien sûr l'argument principal avancé par les Américains. Il y a 2 arguments qu'ils développent. Le premier, c'est les armes de destruction massive. Il faut se rappeler qu'en 1998, les inspecteurs des Nations Unies qui étaient en Irak n'ont pas poursuivi leur travail jusqu'au bout et sont donc partis de façon un peu précipitée à la demande irakienne. Et donc il y a toujours eu le sentiment de quelque chose d'inachevé, même si dès cette époque-là, nous savions que l'Irak ne disposait plus de capacité à développer ses programmes. Nous savions également que l'Irak était désireux de continuer à avancer dans la coopération depuis le début du processus qui avait été lancé par les Nations Unies à partir du mois de septembre, lorsque George Bush a donné son feu vert pour une discussion et le vote d'une résolution. Nous avons abouti à l'unanimité à la résolution 1441. Donc il y avait une disponibilité irakienne qui s'était fait jour. Mais il y avait un deuxième argument qui était avancé par les Américains, c'est le lien entre Al-Qaïda et Saddam Hussein. Et sur ces 2 terrains, nous avions suffisamment d'éléments pour savoir que ce qu'avançaient les Américains, à chaque fois en grossissant le trait, n'était pas prouvé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une montée en puissance, si je puis dire, des mensonges des États-Unis. Il y a d'abord eu la tentative de se servir de la peur comme moyen de conditionner l'opinion publique américaine au lendemain du 11 septembre 2001. Évidemment, l'attaque du 11 septembre constitue un drame terrible pour les États-Unis et les Américains sont profondément remués par cette situation et donc désireux d'éviter à tout prix que de tels événements puissent se reproduire. Mais à ce moment-là, 2001, l'attaque est lancée en Afghanistan et elle est acceptée par les pays de l'ONU. Parfaitement acceptée par l'opinion publique américaine et mondiale. Il y a unanimité pour permettre aux Américains de poursuivre ceux qui sont à la source de cet attentat. Mais il faut se rappeler que pour autant, Oussama Ben Laden n'est pas arrêté. Il continue à être dans la nature. Donc il y a toujours un doute sur la capacité d'une riposte possible. Mais au-delà de cette situation de l'Afghanistan, il y avait déjà un prisme irakien dans l'esprit de l'administration Bush. Et dès le début 2001, dans des conversations entre Condi Rice et George Bush, on discute de la possibilité de s'attaquer à l'Iran. Et donc la question, c'est sous quel prétexte, sous quel motif ? Nous avons le sentiment, nous, en septembre 2002, que le choix multilatéral fait par George Bush est susceptible de modifier la donne. Et c'est pour cela qu'on se donne du mal pour que cette résolution passe à l'unanimité et crée un dispositif onusien de sécurité collective qui permet d'envoyer des inspecteurs sur place pour faire toute la lumière sur la disponibilité ou pas d'armes de destruction massive. Alors, Dominique de Villepin, à ce sujet, je voudrais vous faire entendre un témoignage. C'est notre confrère de France 24, Ammar Al-Hamadawi. À l'époque, il est étudiant à Bagdad et il nous dit ce que les Irakiens, au fond, savent de tout ce qui est en train de ce qui se passe sur ce sujet en Irak.
Pour nous, peuple irakien, on ne savait pas, parce que Saddam Hussein, pendant longtemps, il s'est vanté d'avoir les armes de destruction massive pendant la guerre contre l'Iran. C'était l'une des armes médiatiques que l'Irak utilisait pour faire peur aux Iraniens et aussi pour montrer que l'Irak, c'est un pays puissant. Il est arrivé 4e armée mondiale. Donc, avec quelles armes? Bon, dans l'imagination populaire, l'Irak avait des armes, mais les armes indiquées par les Américains, tout le système irakien mis en place a rejeté cette accusation maintes fois. Donc on se trouve dans la situation où il y a double désinformation. Saddam Hussein en avait fait de la désinformation. Les Américains, finalement, l'ont pris à son jeu. Alors, vous avez raison, mais un responsable politique, il est là pour décoder cette information ou cette désinformation. Nous savions que dans l'esprit de Saddam Hussein, il y avait la possibilité que Saddam Hussein ne dise pas toute la vérité et ne souhaite pas la mettre sur la table, parce qu'évidemment, il se sentait entouré d'un certain nombre d'ennemis, à commencer par l'Iran. Il ne faut pas oublier qu'il y a une guerre de près de 10 ans qui se déroule dans les années, à partir de 79, entre l'Irak et l'Iran. Et donc, il ne voulait pas désarmer, en quelque sorte, par rapport à des voisins qu'il considérait comme belliqueux. Donc, dans ce contexte, il y avait effectivement, du côté irakien, une certaine retenue d'informations. Néanmoins, ceux qui l'entouraient, des personnalités comme Tarek Aziz, un certain nombre de membres de la famille même de Saddam Hussein, faisaient passer le message qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Et dans les contacts qui ont pu exister entre un certain nombre de représentants du Golfe et Saddam Hussein, y compris dans les dernières semaines menant à la guerre, le message revenait constamment, c'est qu'il ne disposait pas de ces armes. L'élément qui nous a mis la puce à l'oreille, si je puis dire, et qui a conforté notre sentiment qu'il y avait là une manipulation américaine, c'est, je l'ai dit, volonté de convaincre l'opinion publique américaine. C'est relativement facile de convaincre une opinion publique. Il suffit de dévoiler un certain nombre d'éléments dans un contexte de peur. C'est assez facile. Et mais ils ont cherché dans un contexte préélectoral. Absolument. Ils ont cherché par ailleurs à convaincre les médias, parce qu'il faut se rappeler avec quelle force les médias ont adopté la thèse de l'administration Bush. D'où cette image qu'on a tous vue de Colin Powell avec sa fiole d'armes chimiques. Absolument, mais dans la période qui précède, il y a même le New York Times qui met à la une des éléments que nous savons, nous, vraisemblablement faux. Il y a 2 grandes tentatives de désinformation sur lesquelles s'appuient les Américains. La première, c'est les tubes d'aluminium qui ont été retrouvés et qui... on peut supposer, en tout cas dans l'esprit des Américains, qu'ils auraient eu vocation à servir pour des centrifugeuses. Donc c'est un premier élément. Il se trouve que très vite, on sait que ces tubes n'ont pas de réalité. Et le deuxième élément, c'est de l'uranium qui aurait été acheté par l'Irak, 500 tonnes. Et là aussi, il y avait les plus grands doutes sur le fait que ce soit les Irakiens qui aient cherché à s'approvisionner au Niger. Et donc, il y a véritablement des faits mis en avant par l'administration qui s'avèrent être faux. Et puis, il y a d'autres éléments, et en particulier du côté britannique. Les Britanniques viennent nous voir à l'automne 2002 pour nous apporter tout un dossier de renseignements dont nous voyons très très vite qu'il s'appuie sur des éléments erronés. Et donc, ces tentatives d'intoxication de l'opinion publique, des médias, mais aussi du Congrès, parce qu'il faut voir que les différents éléments que je viens de vous donner ont servi pour faire passer un vote au Congrès pour accepter l'entrée en guerre des États-Unis. Donc on voyait bien qu'à chaque fois qu'on faisait un pas dans le sens des inspections permettant de faire la lumière, eh bien les Américains répondaient en mettant en doute tous ces éléments et en rajoutant des éléments de désinformation. Donc le mensonge, et vous avez cité la réunion du 5 février, la réunion des preuves où Colin Powell agite sa fiole. Là aussi, nous voyons avec évidence que tous les éléments de renseignement, les photos, les reportages, tout ce qui est apporté repose sur très peu de choses et ne permet pas d'aller contre cette autre alternative qui est présentée, qui est celle de faire toute la lumière avec les inspecteurs. S'il y a quelque chose, les inspecteurs vont s'en rendre compte. Donc, il y a une fragilité, en quelque sorte, de tout ce qui est présenté par l'administration américaine. Il y a manifestement des personnalités à la manœuvre, Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, et il y a en bout de chaîne
Colin Powell, que je connais bien et qui, dès le 20 janvier 2003, me laisse comprendre que la marche à la guerre est inévitable, que l'administration est déterminée à le faire, mais on voit bien que c'est à travers une construction politique, médiatique et technique qu'ils arrivent à cette conclusion. Alors, le clan du non à la guerre, il y a la France, bien sûr, mais pas seulement. À ce moment-là, il y a quand même des acteurs très importants de la scène internationale. Il y a un noyau dur, si je puis dire. Il y a la France, il y a l'Allemagne et il y a la Russie de Vladimir Poutine, qui, au départ, a quelques doutes sur notre volonté d'aller jusqu'au bout. Et quand la Russie et l'Allemagne se rendent compte que la France est prête à mettre son veto au Conseil de sécurité, quand ils se rendent compte que nous sommes désireux de convaincre l'opinion mondiale, parce que dans toutes les batailles que je vous ai indiquées, opinion publique, médias, congrès, il y en a une qui est la plus importante, qui est la bataille des Nations Unies. Les Américains, comme les Anglais, veulent un vote aux Nations Unies pour légitimer leur entrée en guerre. Et nous allons, par la bataille diplomatique, moi je me rends en Afrique, je me rends en Amérique latine, je me rends en Asie, convaincre l'ensemble des membres du Conseil de sécurité que tout cela repose sur une analyse fausse, sur des mensonges, et qu'il y a un autre chemin, et ça nous ramène à l'actualité d'aujourd'hui, autre chemin qui est essentiel si on veut construire une sécurité collective et se donner les moyens de lutter contre la prolifération. On l'a vu avec la Corée du Nord, on le voit aujourd'hui avec l'Iran. Voilà. Et si on veut, ce mensonge historique, finalement, il a miné pour longtemps la crédibilité de la diplomatie américaine. Non seulement il mine pour longtemps, mais il est une des raisons qui explique le scepticisme, pour ne pas dire plus, c'est ce que j'allais vous demander, de une grande partie de l'opinion publique internationale et d'une grande partie du Sud global. Si on n'obtient pas le soutien du Sud global dans la guerre en Ukraine, face à l'agression russe, c'est en grande partie qu'il y a eu un mensonge précédent de la part des Américains. Donc 20 ans plus tard, c'est parce que les Américains ont menti pour intervenir en Irak que finalement, quand les renseignements américains nous disent les forces russes massées en Ukraine vont intervenir, personne ne les croit. C'est ça ? Alors, c'est moins un doute sur l'objectif ultime de ces forces russes. Parce que ça pouvait être vérifié par d'autres éléments de renseignement et les Américains disposaient là d'éléments sans doute incontestables permettant de voir qu'il y avait l'entrée en guerre. Ce qui nourrit le doute, c'est le ressentiment contre l'Occident qui existe dans les pays du Sud global. Et si nous nous battons, nous, contre les États-Unis, pour que cette entrée en guerre ne se fasse pas, et en tout cas pour que la légitimité des Nations Unies ne soit pas détournée, c'est que nous savons qu'il y a une cassure dans la société internationale entre les pays occidentaux et le reste du monde, qu'il y a un ressentiment, et nous voulons éviter que cela se transforme en un conflit entre deux mondes, en un conflit entre deux civilisations. Donc c'est moins sur de l'information que sur une cassure politique, de sensibilité, d'analyse entre deux mondes différents qui ne se font pas confiance. En attendant, ce sont d'autres mensonges qui alimentent le narratif de l'entrée en guerre. Vladimir Poutine parle de dénazification. On a l'impression que ce sont des accusations en miroir. Même la désinformation sur les soi-disant laboratoires biologiques en Ukraine, qui ressassés par la diplomatie russe elle-même. On est dans une sorte de rappel des thèses américaines d'il y a 20 ans. C'est vrai en partie, mais pas totalement. C'est-à-dire que le parallélisme, on ne peut pas le mener jusqu'au bout. Dans le cas des États-Unis, il y avait le souci d'acquérir une légitimité technique pour rentrer en guerre. Il fallait ce que les Américains appellent un pistolet fumant, un smoking gun. Évidemment, il n'existait pas, donc ils l'ont inventé. Du côté russe, il s'agit beaucoup plus d'appeler à la mémoire collective russe, et d'une partie d'ailleurs du Sud global. C'est pour ça qu'ils arrivent à neutraliser une partie des opinions publiques dans les pays du Sud. Et l'appel à la dénazification fait appel à l'histoire russe, à la grande guerre patriotique. Donc ce n'est pas la même construction. Du côté russe, c'est davantage une construction idéologique autour de ce qu'est l'identité de la Russie, pour rappeler qu'il y a depuis toujours dans l'identité russe ce pôle ukrainien qu'il s'agit aujourd'hui de reconquérir comme un pôle biélorusse. Mais il s'agit moins de mettre en avant des éléments d'information précis, techniques,
qui seraient détournés. Donc c'est deux schémas différents, deux approches différentes, parce que les opinions publiques ne se gagnent pas de la même façon du côté de la Russie ou du côté des États-Unis. Dominique de Villepin, l'ONU aujourd'hui, elle est inexistante par rapport à ça. Parce que ce que vous racontez très bien, c'est que dans la marche à la guerre, il y a 20 ans, énormément de choses se passaient dans l'enceinte des Nations Unies. Quand Vladimir Poutine déclenche la guerre en Ukraine, il n'y a plus Absolument. de Alors débat. c'est une évolution qu'on a constatée au fil des années, du fait de la possibilité pour les grands pays de mettre un veto à toute nouvelle résolution. C'est ce qu'ont fait la Chine, ce qu'ont fait la Russie dans les années récentes, après les États-Unis, qui s'étaient mobilisés sur un certain nombre de sujets, notamment sur le Proche-Orient. Mais dans le cas des Nations Unies, nous pourrions parfaitement imaginer contourner ces obstacles pour malgré tout essayer de raviver. Ça pose la question de la gouvernance mondiale. Le fait que nous n'ayons pas réussi en 2005 une réforme des Nations Unies et le fait qu'on ne soit pas capable de fonder les Nations Unies sur un ordre juste avec une représentation plus juste de la communauté internationale fait que là aussi, on n'est pas capable aujourd'hui de lever cet obstacle et d'aboutir à cet ordre nouveau. Mais si les pays occidentaux veulent convaincre et retrouver la confiance des pays du Sud, ils devront dans ce domaine faire un certain nombre de concessions. Donc c'est un point essentiel pour convaincre les pays du Sud. Et c'est sans doute la double erreur que nous avons commise dans le cas de l'Ukraine. Ramener toujours ce dossier à une agression contre le droit international, contre un pays souverain. C'est donc une donnée technique et juridique, c'est le droit, c'est une entorse au droit, au-delà de la volonté de la Russie de présenter cela sous un angle idéologique. Le deuxième élément, c'est que dans ce cas-là, eh bien, c'est les Nations Unies qui sont les mieux placées pour apporter une réponse. Mais l'on voit bien que le travail de fond fait par la Russie, fait par un certain nombre de pays autoritaires, eh bien, a donné des résultats et désamorce notre capacité aujourd'hui à convaincre ces pays. Et on le voit sur des incidents très tangibles. Il y en a eu un cette semaine avec ce drone américain Reaper abattu en mer Noire. Les Russes rejettent la responsabilité sur les Américains en prétextant d'une zone de limitation aérienne qu'ils sont les seuls à avoir définie, à avoir autoproclamée. Cet exemple est très intéressant parce qu'il a un pendant qui date aussi de quelques semaines. C'est le ballon chinois qui a été abattu par les Américains. Donc dans l'esprit collectif des pays du Sud, en Amérique latine, en Afrique, eh bien, la Russie fait exactement la même chose que ce que les Américains ont fait. Donc oui, on en revient. Ça va très loin, puisque les Américains ont voulu récupérer le ballon chinois, les Exactement. Russes affirment maintenant vouloir récupérer Exactement. le drone Donc américain. c'est en permanence l'accusation qui nous est faite du 2 poids, 2 mesures. C'est pour ça qu'il faut être très soucieux en matière internationale, de s'appuyer sur des principes. Et sur des principes qui ne puissent pas être retournés, manipulés. Et on n'est pas assez attentif sur ces questions-là. Vous voyez, les Américains, dans l'affaire des ballons, leur communication ne prenait pas suffisamment en compte le regard des autres. Il faut moins faire ce que nous faisons en permanence. Viser à convaincre nos opinions publiques que chercher à convaincre les opinions publiques du monde dans leur globalité. Il faut plus de diplomatie. Il faut beaucoup plus de diplomatie. Européenne. Et vous voyez, vous me mentionniez l'absence de l'ONU dans la crise ukrainienne. Ce qui est absent dans la crise ukrainienne, c'est la diplomatie. C'est le fait que où sont les grands envoyés spéciaux des pays américains, de l'Europe, pour aller convaincre en Afrique, pour aller convaincre en Amérique latine, pour aller convaincre en Asie. On voit le ministre des Affaires étrangères russe faire une dizaine de pays en Afrique pour expliquer sa vision, pour expliquer sa thèse. Et il est reçu à bras ouverts. Nous sommes diplomatiquement absents. Parce que pour nous, la diplomatie, c'est la négociation. Donc on se réserve l'usage des diplomates dans la phase finale de négociation. Mais bien avant la négociation, il faut apporter les éléments dans le débat. Il faut convaincre.